face à face, Sadat-Begin le 5 septembre, sous l'œil de Carter à Camp David près de Washington. Le corps du pape transféré demain à Saint-Pierre-de-Rome, le conclave pourrait commencer le 22 août. Deux témoignages sur Paul VI dans ce journal, le cardinal Marty et l'écrivain Jean Guiton qui fut un ami du Saint-Père. Argentine, peut-être un assouplissement du régime, la police retrouve 200 disparus. Bonsoir. Que personne ne me parle de l'été, l'été 78, ce mois d'août marqué par l'eau et par le feu. Le feu, ce sont les incendies de forêt qui viennent de détruire plus de 3000 hectares en Corse et dans le sud de la France. Cela brûle encore du côté de Sainte-Maxime actuellement. Et puis toute la journée dans l'île de Beauté, le vent qui a redoublé de violence, 100 km à l'heure, a attisé des foyers. 3 camions de pompiers ont été détruits. Il y a même un mort, un jeune appelé qui aidait les sauveteurs. Et puis il y a l'eau, le mauvais temps un peu partout en Europe, la pluie, les orages et la neige au mois d'août. Véritable déluge sur l'ouest de l'Europe. Depuis hier, des pluies torrentielles s'abattent sur la Suisse, ici à Locarno sur les bords du lac Majeur. Dans le Tessin, 5 personnes sont mortes victimes des inondations qui ont provoqué des glissements de terrain. De nombreuses routes et voies ferrées sont coupées. En Lombardie, même situation, 12 personnes ont trouvé la mort. En France aussi, la pluie a battu tous les records pour un mois d'août. Plusieurs campings sont inondés au Pays Basque et ici à Nantua, où le terrain est recouvert par plus de 30 cm d'eau. En altitude, la pluie s'est transformée en neige. Dans les Alpes, on a enregistré de fortes chutes de neige au-dessus de 1800 mètres. Plusieurs alpinistes en course se sont trouvés isolés du fait d'un plafond très bas, mais aucun ne semblait être en difficulté. Dans les Pyrénées, la neige est tombée à partir de 1500 mètres. Le thermomètre est descendu jusqu'à -5 au petit matin au pic du midi. Oui, lorsque nous parlions du mauvais temps jusqu'à présent, au mois de juillet en particulier, nous pensions surtout à ceux qui habitent le nord du pays, au-dessus de la Loire. Or, ces images vous le prouvent, c'est désormais l'ensemble du pays qui est touché, les Alpes, mais aussi les Pyrénées, de la côte atlantique à la côte méditerranéenne, eux aussi sous la pluie et la neige. Une autre preuve, la voici, de ce mauvais temps, s'il en est besoin, une photographie prise par le satellite Météosat hier, une photographie transmise par le centre météo de Lannion. En bleu, la mer, on en voit un petit peu à gauche. En marron clair, la terre, on voit un petit morceau de l'Italie. Et en rouge, les nuages qui, comme vous le voyez, dominent l'ensemble du pays. Une zone encore plus foncée, au sud-est, là où il a plu le plus. Ce mauvais temps circule en fait 2000 km trop bas. Et demain encore, c'est de l'air océanique humide qui passera au-dessus du pays. Une seule région épargnée, le sud des Alpes et la côte méditerranéenne, où le temps sera assez ensoleillé, avec des hausses légères des températures. Sur le reste du pays, il y aura des éclaircies, mais elles seront rares et courtes. En fait, c'est la pluie qui dominera. Pluie faible sur l'ouest et le sud-ouest, pluie orageuse près de la Manche, des pluies orageuses le matin qui se déplaceront vers l'intérieur du pays dans l'après-midi. Et ces pluies donneront de la neige au-dessus de 1700 mètres. Enfin, pour terminer sur une petite note d'espoir, parlons en un mot de jeudi, où une légère amélioration se dessinera, avec en particulier des éclaircies plus belles sur l'ouest et le nord-ouest. C'est pas très gai tout ça. Résultat spectaculaire pour la mission du chef de la diplomatie américaine au Proche-Orient. Un sommet va réunir à Camp David aux États-Unis le 5 septembre prochain le président Carter, le président égyptien Sadat et le premier ministre israélien M. Begin. Cyrus Vance, le secrétaire d'État américain, a donc finalement réussi à convaincre Menahem Begin d'abord et Anwar el-Sadat ensuite de retourner à une table de négociation. Et cette fois, il ne s'agit pas de n'importe quelle table, puisque ce sera celle du président américain. Et cela, évidemment, aura une importance extrême. Paul Naon. Dernier obstacle pour le secrétaire d'État américain, le président égyptien Anwar el-Sadat, qui l'a persuadé finalement d'accepter l'invitation de Jimmy Carter à Washington. Depuis le voyage de Jérusalem, après ce dialogue impensable Begin-Sadat, le fossé des suspicions, des malentendus, des intransigeances s'était creusé de nouveau entre les deux hommes, au point de provoquer il y a quelques semaines le renvoi d'Égypte d'une délégation militaire israélienne, dernier lien concret entre les deux pays. Cette fois donc, les Américains ont décidé de jeter publiquement tout leur poids dans la balance en provoquant cette rencontre forcée après avoir également mis en garde les Égyptiens lundi dernier contre tout préalable aux négociations.
Bien sûr, les positions respectives sont encore très éloignées, notamment sur le problème palestinien. Cependant, après les violences et les règlements de compte entre ces Palestiniens, Anwar el-Sadat et Menachem Begin ont choisi une nouvelle fois de dialoguer, mais cette fois Jimmy Carter a décidé de s'interposer personnellement. Il y va de son prestige, plutôt en baisse depuis son élection, mais aussi peut-être de la négociation de la dernière chance pour le Proche-Orient, même si les États-Unis n'annoncent pas prudemment un règlement du conflit après cette rencontre. La dépouille mortelle du pape Paul VI sera transportée demain après-midi de Castel Gandolfo à Rome, où elle sera exposée pendant 2 jours en la basilique Saint-Pierre. Décidé hier par Monseigneur Villot et le collège des cardinaux, l'inhumation du souverain pontife aura lieu samedi 12 août dans les grottes du Vatican. Toute la journée, la salle au volet clos où est exposé le corps de Paul VI au palais de Castel Gandolfo a vu défiler de très nombreux pèlerins, officiels ou obscurs. Et cela pour un dernier hommage à celui que beaucoup d'Italiens appellent encore le pape Paul. Ambiance curieuse à Castel Gandolfo pour ce 2e jour de l'exposition du corps du pape Paul VI. La foule est nombreuse depuis 8 heures ce matin. Hier, on ne rencontrait pratiquement que des touristes. Aujourd'hui, les Romains sont revenus partiellement de leur lieu de vacances. Ambiance curieuse car on ne sent pas beaucoup le recueillement auquel on s'attendrait. À Castel Gandolfo, faute sans doute d'organisation et d'animation, la visite des fidèles s'est effectuée à quelques exceptions près dans le bavardage et une certaine indifférence. L'observateur étranger à l'événement aurait pu croire à l'attente devant la porte d'un théâtre ou d'un musée. Pourtant, combien il est émouvant ce gisant au visage pacifié qui semble dormir. Paul VI se repose sur un lit d'apparat vêtu de la chasuble rouge et coiffé de la mitre de deuil toute blanche. À ses côtés, la croix de bronze qui lui servait de crosse, une croix ouvragée d'un sculpteur moderne qu'il aimait tout particulièrement. Elle l'accompagnera dans son tombeau. Dans le palais pontifical, aux pièces immenses, veillent les gardes suisses. Ils escorteront le corps du Saint-Père quand demain après-midi, après s'être arrêté devant Saint-Jean-du-Latran, cathédrale du pape, évêque de Rome, le cortège conduira Paul VI à la basilique Vaticane. Pour trouver un vrai lieu de recueillement, quelques chrétiens sont allés dans une église toute proche. Là, ils ont rencontré la famille Montini, qui participait à une messe de requiem à la mémoire du pape. Dans l'assemblée, un neveu du pape, dont les traits rappellent d'une manière émouvante ceux de Paul VI. À quelques mètres de là, une foule de gens en vacances, ici une famille en deuil, pour laquelle Paul VI était d'abord un frère ou un oncle aimé. Demain donc, ce sera le retour du pape dans sa ville. Peut-être le cadre plus familier de la basilique Saint-Pierre permettra-t-il ce climat de prière que souhaiterait sans doute la grande majorité des 700 millions de catholiques du monde entier. On disait souvent de Jean XXIII qu'il était populaire, que les catholiques et les autres l'aimaient pour sa bonté, pour sa gentillesse. On le disait un peu moins pour Paul VI. Pourtant, à en croire les milliers, sinon les millions de télégrammes qui affluent depuis dimanche soir à la poste du Vatican, et à voir les nombreux pèlerins et touristes qui, malgré la chaleur, attendent pendant des heures devant le palais de Castel Gandolfo pour saluer sa dépouille mortelle, il faut bien reconnaître que Paul VI, lui aussi, jouissait d'une certaine popularité. Victor Vramont, notre correspondant permanent à Rome, a voulu savoir aujourd'hui comment les Italiens réagissaient à l'annonce de la mort de Paul VI. Et pour cela, il a choisi d'aller dans un petit village de la campagne italienne. À quelques kilomètres des fastes et des cérémonies de Rome, un village comme un autre. On n'est pas plus pratiquant qu'ailleurs, mais tout le monde, ou presque, se déclare catholique. De quoi parle-t-on? De la mort du pape Paul VI. Tous les Italiens, qu'ils soient pratiquants ou non, se sentent concernés. Oui, le pape avait beaucoup de dignité. C'était une grande et belle figure, le pape. Il faut trouver un successeur à Paul VI. Une église sans chef, c'est une église qui se détruit. Le pape me plaisait beaucoup. La différence entre Jean XXIII et Paul VI, c'était tous les deux de braves personnes. Maintenant, il faut trouver un autre pape. Le curé de Morlup a déjà célébré 2 messes spéciales pour la mort de Paul VI. Après la mort de Jean XXIII, il y a eu une réaction violente, émotive. Cette fois, il y a une réaction plus raisonnée, mais je crois tout aussi profonde.
c'est que les gens se rendent compte que la personnalité de Paul VI a été très importante pour l'Église. Les gens se rappellent peu à peu les gestes de Paul VI, ses voyages. On commence à revoir, à se souvenir de tout cela. Et on commence à découvrir la profondeur de la personnalité de Paul VI. Il y a ici à Morlupo une place Jean 23. Est-ce qu'il y aura une place Paul VI? Oui, Jean 23 était une grande figure. Tout dépend évidemment de la décision que prendra le conseil municipal. Moi, personnellement, je crois qu'il serait bon de donner le nom de Paul VI à une rue ou à une place. Ce serait très bien. L'église n'est pas loin de la maison du peuple, comme dans tous les villages italiens. Les militants communistes de Morlupo se sentent un peu isolés et réagissent avec un certain dépit. Comment ont réagi les gens dans ce village en apprenant la mort de Paul VI? Oui, les gens sont sortis dans la rue quand ils ont appris la mort du pape. Mais on se comporte différemment quand on apprend la mort de quelqu'un que l'on connaît. Un village comme un autre où tout le monde, pratiquant ou non, se sent concerné par la mort du pape Paul VI. On ne connaît pas encore la date officielle pour la réunion du conclave. On sait simplement que les 116 cardinaux qui choisiront le nouveau souverain pontife ne se retrouveront pas avant les 9 jours de deuil qui suivront les funérailles. En fait, le problème de la succession du pape Paul VI va sans doute être particulièrement difficile à résoudre. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que parmi les 116 cardinaux qui participent au conclave, les Européens aujourd'hui ne sont plus en majorité. Monseigneur Poupard nous le disait hier dans ce même journal, il est pratiquement impossible de dire aujourd'hui qui peut espérer être le successeur du pape Paul VI. Le conclave ne durera sans doute pas 33 mois comme pour l'élection de Grégoire X en 1271, mais une chose est certaine, ce conclave d'août 78 ne sera pas court, car le choix sera sans doute plus difficile qu'il y a 15 ans pour Paul VI. Ils étaient 82 cardinaux en 1963 pour élire celui qui allait devenir le pape Paul VI. En moins de 48 heures, ils avaient pu se mettre d'accord sur le nom de l'archevêque de Milan, Jean-Baptiste Montini. Mais cette fois, le conclave sera beaucoup plus long. Ils seront 116 cardinaux au lieu de 82, réunis sous les fresques de Michel-Ange à la chapelle Sixtine, où se tiennent traditionnellement les conclaves. Parmi eux, 26 cardinaux italiens et 7 cardinaux français, dont Monseigneur Marty, archevêque de Paris, et le cardinal Villot, qui assure les fonctions de chef de l'Église jusqu'à l'élection du nouveau pape. Pour la première fois dans un conclave, les Européens seront minoritaires. C'est le tiers-monde, en effet, qui sera maître du jeu, avec notamment 20 cardinaux d'Amérique latine et 12 cardinaux africains. Mais à l'intérieur même de cette Église du tiers-monde, les courants progressistes et conservateurs vont aussi s'affronter. À la chapelle Sixtine, les intrigues et les alliances éphémères ne sont jamais absentes. Les cardinaux devront d'abord tracer le portrait du nouveau pape. On dit que la majorité veut un homme à poigne, car Paul VI était un pape trop hésitant. Mais le conclave devra surtout décider de la nationalité du futur chef de l'Église. Faut-il enfin redéfinir le rôle et la fonction du souverain pontife? Faut-il aussi renforcer l'autorité de Rome? Le pape aujourd'hui me paraît certes, comme toujours, le gardien de la foi, le témoin de Jésus-Christ. J'admirais ce matin sur un journal, et tout à l'heure, en regardant la télévision, sa chambre mortuaire, où il y a au-dessus de son corps la croix, c'est-à-dire ce que nous appelons le bâton pastoral qu'il portait. Il y avait toujours une croix, Jésus-Christ. Pour lui, comme pour tous les papes, l'essentiel, c'est non pas seulement de garder la foi, mais de la transmettre, de dire Jésus-Christ, de dire l'Évangile jusqu'à la fin des temps, avec toute sa radicalité, toutes ses exigences. De par la volonté de Paul VI, qui vous a nommé cardinal, vous allez avoir maintenant le privilège d'élire le successeur de Saint-Pierre. Monseigneur, dans quel état d'esprit allez-vous aborder cette tâche? Eh bien, depuis ce matin, où j'y pense plus spécialement, j'essaie de me mettre en état de retraite spirituelle.
c'est une œuvre de l'Esprit Saint. Alors j'invoque l'Esprit Saint. C'est surtout un état d'âme spirituel. Moi, ce n'est pas quelque chose de politique, non, c'est uniquement spirituel. Alors la question que je me pose, quel est celui, parmi tous ces cardinaux, quel est celui qui me paraît le plus apte, dans les circonstances actuelles de l'Église, à être le pape demain, à être mieux celui qui va annoncer Jésus-Christ, qui va répondre à toutes les questions que se pose le monde moderne. Mais tous les cardinaux sont papabilés. Donc vous êtes papabilé. Est-ce que vous y pensez de temps en temps? Non, certainement pas. Je ne suis pas papabilé pour bien des raisons que je ne peux pas énumérer, mais il en est une au-delà de toutes les autres, c'est mon âge. La mort de Paul VI a suscité un peu partout dans le monde une émotion intense. La plupart des responsables politiques, des autorités religieuses de toute confession, les dirigeants des grandes organisations internationales ont rendu un hommage remarqué au souverain pontife décédé dimanche dernier. Demain, vous le savez, à Paris, une messe solennelle sera célébrée par le cardinal Marty en présence de Valéry Giscard d'Estaing à la mémoire de Paul VI. Mais en marge de ces cérémonies officielles, chacun à sa manière se souvient de Paul VI. Jean Guiton, philosophe, écrivain, ami intime du pape depuis plus de 28 ans, avait même construit une chapelle pour son ami du Vatican. Alain Gillot-Pétré est allé le voir dans sa maison de la Creuse. Jean Guiton lui a expliqué que le pape lui avait parlé de sa mort prochaine. Dans sa dernière conversation, le 8 septembre dernier, il m'a parlé précisément de sa mort. Et il m'a dit qu'il craignait d'être malade et de ne pas pouvoir remplir son rôle jusqu'au bout et qu'il priait Dieu de mourir, non pas d'une manière imprévisible, mais d'une manière soudaine, pour être comme un soldat qui tombe sur le champ de bataille. Jean Guiton, nous sommes ici dans une chapelle que vous avez édifiée en l'honneur de Paul VI. Oui, je vais vous dire le fond du mystère de l'endroit où nous sommes. Je voulais marquer ma reconnaissance à Paul VI pour toutes les bontés qu'il a eues pour moi pendant 28 ans. Et pour que notre amitié dure après la mort de Paul VI et après ma mort, je vais faire quelque chose de durable. Et nous avons bâti avec les pierres, parce que nous sommes dans un pays de maçons, avec les pierres que nous avons trouvées dans le chemin, nous avons bâti cette chapelle. Donc, alors pour cette chapelle, chaque année, il m'envoyait quelque chose, parce que c'était la chapelle Paul VI, la chapelle Pauline. Alors par exemple, une année, il m'a envoyé le crucifix qu'il avait quand il était jeune à Milan sur sa table. Et cette cloche? C'était la cloche du concile. À la fin du concile, il m'a donné cette cloche en me disant c'est la cloche du concile que j'ai donnée à tous les observateurs du concile. L'an dernier, il m'a donné Saint Jean-Baptiste, parce que vous savez qu'il s'appelait Don Battista, Jean-Baptiste Montigny. Et c'était le Jean-Baptiste de son baptême. Comment peut-on être homme parmi les hommes quand on est pape? Mais on peut être homme parmi les hommes quand on est pape et qu'on reste homme. Et ce qui me paraissait le plus curieux chez Paul VI, c'est sa faculté extraordinaire de se mettre à la place des autres. Il était timide, il avait en quelque sorte une peur naturelle de l'autre, mais par un excès de pudeur, par un excès de respect pour l'âme de l'autre. Plus la personne à qui il parlait était loin de lui, par exemple si elle était incroyante, plus il se sentait proche. Autrement dit, en quelque sorte, il préférait les lointains aux proches. Et c'était quelquefois assez pénible pour les proches de sentir qu'ils préféraient les lointains. Quelle était sa plus grande qualité? Eh bien, moi, je crois que sa plus grande qualité, c'était précisément la sensibilité, et presque la sensitivité, et la sensibilité de type moderne. Et sa plus grande angoisse? Eh bien, on a dit qu'il était très angoissé, le pape, mais moi, je ne l'ai jamais vu sous la forme d'un homme anxieux et angoissé. Je trouvais qu'il était très calme, un peu gai. Il était même plein d'esprit, il était souriant, il avait beaucoup, quand on causait avec lui, beaucoup d'humour. Là, naturellement, il portait sur lui le poids énorme de l'humanité souffrante et de l'Église en danger. Et il était grave, comme quelqu'un qui a d'écrasantes responsabilités, mais ces responsabilités il ne les portait pas avec angoisse, bien que son visage soit un peu, comme vous le dites, un peu retiré vers le dedans. Mais son âme était sereine, n'est-ce pas? Et quand on était autour de lui, on respirait la paix. 28 ans d'amitié, de dialogue, d'amour même. Et à cette heure de deuil, Jean Guiton, quelle image, quel mot, quel souvenir retiendrez-vous de Paul VI? Moi, je crois que l'amitié et l'amour se ressemblent en ce sens que ce sont des sentiments qui ne s'expliquent pas parce que c'était lui, parce que c'était moi. Alors moi, j'ai le sentiment qu'une grande partie de ma vie, maintenant, est terminée parce que ma vie était très liée à la sienne. Alors, le sentiment que j'ai, c'est un sentiment de solitude, mais le sentiment aussi de gratitude pour tout ce qu'il m'a donné et qui reste dans le cœur.
L'actualité en France, avec d'abord la politique, la polémique qui s'amplifie entre les partis de gauche. Sans Georges Marchais, la gauche gouvernerait le pays, disait hier le Parti socialiste par la voix de Gilles Martinet. Les dirigeants du Parti socialiste recourent à l'injure et à la calomnie, répond l'Humanité ce matin. Georges Marchais, qui est l'invité de Question de temps sur Antenne 2 demain soir, l'émission de Jean-Pierre Elkabbach et de Louis Berriot, aura l'occasion bien évidemment de commenter cette polémique. Il répondra aux questions de Jean Boissonnat, de Noël Copin, de Guy Claes et de Roland Faure. Demain d'ailleurs, l'un des partis de gauche créera également l'actualité puisque le mouvement des radicaux de gauche réunit son bureau national pour examiner les suites à donner à la démarche de Robert Fabre qui a accepté, je vous le rappelle, du président de la République le principe d'une mission sur certains problèmes économiques. Réunion ce matin à l'Élysée d'un conseil interministériel restreint à propos de l'aménagement du quartier des Halles et du terrain de la Villette. Pourquoi ne pas aller voir sur place, a dit le président. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le chef de l'État s'est rendu en compagnie de M. Dornano et de M. Leca sur les lieux où s'élevaient les anciens abattoirs. Suggestion du président de la République, installer un musée des sciences et techniques. Valéry Giscard d'Estaing a chargé M. Roger Taillibert d'une mission de coordination sur l'aménagement de cette zone. 3 heures de discussion aujourd'hui entre M. Leteul, le ministre des Transports, et les aiguilleurs du ciel. Les syndicats se sont déclarés déçus. Le ministre, disent-ils, n'a pas vraiment ouvert les négociations. Cet après-midi, on a tout de même parlé technique et sécurité. Jeudi, la négociation portera sur les salaires. Demain, les syndicats feront le point sur une reprise éventuelle de la grève. Les pouvoirs publics n'ont pas la volonté de négocier. C'est ce qu'ont déclaré les aiguilleurs du ciel en quittant ce soir le bureau du directeur de la navigation aérienne. Ce matin déjà, le coup d'envoi de la négociation donné par le ministre les avait déçus. Le droit de grève leur a été une nouvelle fois refusé. Quant aux questions de retraite et de salaire, ils en reparleront jeudi avec le directeur des services financiers des transports. C'est une fin de non-recevoir pour nos revendications, disent les syndicats. Faux, répond le ministère, c'est jeudi que commenceront les vraies discussions. En attendant, estimant qu'ils sont sortis les mains vides, les syndicats, très divisés sur la tactique à suivre, ont décidé de consulter la base demain. L'ensemble des contrôleurs devra alors trancher entre 2 tendances, soit les modérés, qui veulent continuer à négocier, soit les durs, qui voudraient répondre aux offres du ministre, jugées insuffisantes, par une nouvelle grève du zèle pendant le week-end du 15 août. Nouveau coup d'État au Honduras, le général Melgar Castro, le chef d'État de ce petit pays d'Amérique centrale, a été renversé ce matin par un coup d'État. C'est un triumvirat militaire qui assumera désormais le pouvoir. Le général Melgar Castro était à la tête du Honduras depuis 3 ans. Au Portugal, un seul homme connaît le nom du Premier ministre qui sera nommé demain. Cet homme, c'est le président de la République, Yanes. Beaucoup de rumeurs circulent à Lisbonne sur l'identité du nouveau chef du gouvernement portugais. Une quasi-certitude, ce ne sera pas Mário Soares. En fait, les rapports entre le président, le général Ramalho Yanes, et Mário Soares n'avaient cessé de se dégrader. Le 27 juillet, après l'éclatement de la coalition socialiste centriste qu'il dirigeait, Mário Soares avait été démis de ses fonctions par le président, alors qu'il était prêt à continuer avec un gouvernement socialiste minoritaire. Mário Soares avait rejeté la responsabilité de cette crise directement sur le président. C'est au président de la République de dire qu'est-ce qu'il veut, parce que a été lui, cette fois-ci, qui a pris l'initiative d'exonérer le gouvernement. La première fois que j'ai tombé a été, comme vous le savez, le Parlement, qui a voté une motion de confiance d'une façon négative, m'a refusé la confiance. Maintenant, c'est le président qui a refusé la confiance. Et alors, c'est à lui de proposer une solution. C'est donc le général Yanes qui mène le jeu. Depuis son élection il y a 2 ans, ce militaire réservé, secret, n'était encore jamais intervenu directement dans les affaires de l'exécutif. Ce qui l'a décidé à agir, c'est la très grave crise économique et sociale qui secoue le Portugal et que le gouvernement, trop faible, ne pouvait résoudre. Le président semble s'orienter ce soir vers un gouvernement au-dessus des partis, composé de militaires et de civils. Ramalho Yanes a donc décidé de mettre son propre prestige, sa propre autorité en jeu. Il sera en effet le seul appui du nouveau gouvernement face au parti. Il a déjà laissé entendre que le gouvernement solliciterait l'appui du Parlement et en cas d'échec, il convoquerait de nouvelles élections. Le premier obstacle, ce sera la méfiance des partis,
inquiet du retour des militaires dans la vie politique du Portugal, même sous l'autorité du président Yanesh. Espagne, rupture des conversations entre le parti gouvernemental espagnol et le parti socialiste. Les socialistes et les partisans de M. Suarez s'étaient réunis hier pour tenter de se mettre d'accord sur l'avant-projet de constitution. En Argentine, la situation semble se débloquer depuis peu, puisque, je vous le disais hier, à nouveau des personnes disparues, certaines ont été retrouvées. Pression extérieure, défense des droits de l'homme ou plus certainement la nouvelle image que veut se donner l'Argentine à l'occasion de la désignation du nouveau gouvernement qui aura lieu avant la fin du mois. L'appel de ces femmes et de ces mères de disparus qui manifestaient sur la place du 1er mai à Buenos Aires depuis plusieurs mois aura donc été en partie entendu. La police argentine en effet a publié hier une liste de 201 personnes portées disparues par leur famille et qui ont été officiellement retrouvées. L'état de santé de certaines de ces personnes, d'ailleurs, est décrit par la police comme incertain. Ainsi, depuis le début de l'année, plus de 500 disparus auront été retrouvés. Pourtant, selon l'estimation d'Amnesty International, le total des disparitions depuis l'arrivée au pouvoir de la junte argentine, en mars 1976, dépasserait 15 000 personnes. Pourtant, le fait que le gouvernement du général Videla ait retrouvé ces 201 disparus, venant après d'autres efforts pour atténuer la répression politique, montre que les militaires argentins ne sont pas restés insensibles au poids de l'opinion mondiale, surtout en Europe, et aux pressions de Jimmy Carter en faveur des droits de l'homme. Hervé Claude, encore un télégramme de l'étranger sur nos téléspectateurs. Oui, effectivement, cette dépêche en provenance du Tchad, un avion français, un Jaguar, s'est écrasé cet après-midi alors qu'il effectuait une mission de reconnaissance dans la région d'Ati, au centre du Tchad. Ce sont les autorités militaires françaises de N'Djamena qui l'ont annoncé. Le pilote a été tué. Je vous rappelle que c'est la seconde fois qu'un Jaguar français s'écrase au Tchad, puisque le 31 mai dernier, un appareil de ce type avait été abattu par les tirs du Frolina. Le reste de l'actualité de ce mardi 8 août, information judiciaire ouverte contre Daniel Philippaki, le directeur de l'hebdomadaire Paris Match. Information ouverte pour apologie du crime de vol et du crime de meurtre. Paris Match avait publié la semaine dernière l'interview du gangster en fuite Jacques Messrine. Un citoyen français au-dessus de tout soupçon, c'est un bébé de 15 jours et ses parents, précautionneux, ô combien, ont demandé pour lui une carte d'identité. Bien que curieuse, la procédure est légale et la requête a été acceptée. Il a fallu toutefois faire prendre les empreintes digitales du bébé par les policiers. C'est le papa qui a signé tout de même la requête et cela se passait à Toulouse. Allons dans l'espace maintenant avec un autre lancement, un lancement russe. Progress 3, le troisième camion de l'espace, a été lancé ce matin à destination de la station Salyut 6, où séjournent depuis le 17 juin 2 cosmonautes qui vont donc se transformer en déménageurs, car le but de ce lancement, c'est d'approvisionner Salyut 6 en équipements nécessaires à un fonctionnement prolongé. Et puis, l'autre lancement, c'est celui provoqué par les Américains qui partent à la conquête de l'étoile du Berger. Pioneer Vénus 2 est bien parti ce matin du centre spatial de Cap Kennedy. La sonde qui est destinée à l'étude de l'atmosphère de Vénus rejoindra en décembre une autre sonde, Pioneer Vénus 1, donc lancée il y a 3 mois par la NASA. Un beau doublé spatial en perspective pour percer le mystère de l'étrange atmosphère de la planète du système solaire qui ressemble le plus à notre Terre. Arrivée prévue sur Vénus le 9 décembre, après avoir parcouru 354 millions de kilomètres. Vous avez rendez-vous avec Hervé Claude vers 23h30. Il vous donnera d'ailleurs les résultats de la journée de championnat de France de football en division 1. Je vous souhaite une très belle soirée. Et voici les matchs de championnat de France de division 1 ce soir, avec le Paris Football Club qui joue au Parc des Princes pour la première fois contre Marseille. Donc les résultats dans le journal d'Hervé Claude vers 23h30. Je vous souhaite donc à nouveau une très belle soirée.